s'il fallait que je fasse. Ce qui me retenait, vous savez, c'était que je me disais que à ces moments-là, promettre, et ensuite on ne sait pas quoi faire de ces promesses. Et j'avais décidé que je ne promettrai rien de ce qu'il est impossible de réaliser. Il faut toujours être extrêmement honnête avec les gens et pas faire du charabia et pas tromper les gens dans leurs attentes. Et tout ce que j'ai dit dans mon allocution à l'Assemblée fédérale, et ce discours était en fait était aussi un plan de campagne pour l'avenir. J'ai parlé de ce qui avait été préparé pendant des mois au niveau des experts du gouvernement, de la Banque centrale, de l'administration centrale. Tout cela est réalisable, tout a été calculé. Et quand vous avez parlé en votre nom de ce que vous considérez comme nécessaire, vous êtes des gens qui êtes éloignés de la politique, vous avez fait votre métier bien aimé pendant toute votre vie, vous avez des résultats concrets, exceptionnels, et donc les gens vous font confiance. Et quand vous parlez sincèrement de tout votre cœur, on sent cette certitude, et cette certitude, elle se transmet aux autres. Et c'est l'essentiel, c'est le gage essentiel de succès de notre travail. Et donc je vous suis très reconnaissant, et ce serait bien, nous allons réfléchir comment organiser cela, faire ça sur le plan organisationnel, pour continuer à travailler à la mise en œuvre de tous objectifs que nous nous sommes fixés, pour que nous ne perdions pas cette colonne vertébrale du travail qui a été mené, et que vous ne perdiez pas donc ces gens aussi qui, de tout cœur, ont travaillé pour le résultat électoral d'aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais dire pour commencer. Et bien sûr, il serait utile d'entendre vos réactions sur ce qui a été fait au cours des contacts que vous avez eus en direct. Et vous, Madame Lysenko aussi. Sans parler de la fièvre que vous avez eue, c'est pas clair, mais je sais que vous êtes vous-même un médecin. Mais donc, en tout cas, dans ce contact avec les gens, vous avez senti ce qu'attendent les gens en premier lieu. Faites-moi part de cela, et je vais m'efforcer de tenir compte de tout ça. On va l'inscrire dans nos plans, on va peut-être corriger, modifier certaines choses. Mais Vladimir Mashkov, commencez. Merci Vladimir Poutine. Effectivement, ces 3 derniers mois, et surtout ces 3 derniers jours, étaient très représentatifs de l'inquiétude qu'a la population pour l'avenir du pays, et les gens comprennent très bien, très clairement, et aujourd'hui c'était un choix historique, c'est un choix pour l'avenir, et au cours de nos visites, je vous remercie pour l'honneur que vous nous avez fait de nous accorder votre confiance, à nous, à toute l'équipe. Et je pense que mes amis de l'état-major de campagne le ressentent bien aussi. Nous avons donc visité des dizaines de villes, nous avons rencontré des milliers de personnes dans des conditions absolument diverses. Mais vous savez, tout récemment, vous avez dit, ça m'a impressionné, vous avez dit que votre vie ressemblait à une cascade. Le nombre d'événements, de tournants inattendus, est parfois considérable, que dans cette cascade, il y a un grand flux d'amour, de confiance, de reconnaissance des citoyens
que vous devez ressentir. Et ces rencontres étaient tellement sincères. Et j'étais même passé dans une école d'art à Sébastopol. C'était une rencontre fantastique avec les enseignants, les enfants. Et tous les enfants, ils disaient « Transmettez à Vladimir Poutine nos salutations ». Et évidemment, c'est assez difficile de préparer cela. Et même à Tver, par exemple, j'ai entendu les enfants proposer tout d'un coup, est-ce que on a la carte Pouchkine? Nous aimons aussi beaucoup les livres. Est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité d'acheter des livres? Et j'ai dit, écoutez, je vais transmettre votre demande. Et on en a parlé avec les collègues. Marina, elle en dit, on pourrait faire du sport, mais faire quelque chose d'autre. Mais quand on entend que les enfants disent qu'ils aiment les livres, que ça coûte cher, et moi, ça m'a frappé. C'était à Tver, c'est ça? Oui, à Tver, oui. Évidemment, c'est impressionnant. Donc, il y a beaucoup de propositions. Tout cela, nous l'avons collecté, on va vous le transmettre. Très bien. Merci beaucoup. Je suis presque convaincu, il faut répondre ici, on peut répondre à tout ce que vous avez discuté avec les gens que vous avez rencontrés. Presque à tout, on peut apporter une réponse. Il faut regarder, évidemment, en détail. On se rencontrera encore, on en parlera. Marina, vous ? Monsieur le Président, bien sûr, je ne peux pas à nouveau ne pas vous féliciter pour votre victoire. Vous savez, il est vrai que ce que vous nous avez demandé, et contrairement à d'autres, contrairement à mon collègue, évidemment, ils ont travaillé donc pendant la période Covid. Mais aujourd'hui, il y a eu véritablement une adhésion des gens et dans cet énorme pays, des gens peu ordinaires ont fait ce qui ont tenté des choses contre vous. Et aujourd'hui, ces tentatives ont échoué. Nous sommes un peuple particulier et nous voulons simplement coopérer avec vous. Et bien sûr, des dizaines de milliers de kilomètres nous avons parcouru. Il y a eu ce programme, donc c'est un niveau d'argent. Nous avons donc nous avons parcouru des centaines de milliers de kilomètres de route avec. Donc vous savez, moi j'avais fait cette route durant la période soviétique et c'était vraiment une autre situation. J'avais fait avec mes parents, c'était d'autres transports, mais nous avons pu communiquer au niveau professionnel, nous avons discuté avec des enfants, nous avons discuté avec les hôpitaux, avec la société professionnelle. Beaucoup a été fait, J'ai travaillé notamment comme médecin urbain, j'ai travaillé dans des petites villes, mais vous savez, l'impression est tout à fait différente. Fischer racontait par exemple combien il travaillait avec l'intelligence artificielle pour faire des électrocardiogrammes, pour la téléconsultation, pour comment faire pour unir les médecins, pour travailler par exemple en ligne, pour résoudre des problèmes de santé en ligne. Tout cela existe. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes des régions pour un système unifié de médecine dont nous avons besoin. Par exemple, Saint-Pétersbourg a maintenant adopté le système de Moscou, ce qui est pratique pour tout le monde. Et donc, il va falloir travailler
travailler sur toutes ces questions, unifier les communications de manière à ce que les gens puissent voir les réponses à leurs exigences. Il s'agit aussi de générer un espace unique d'information. Et tout cela, Dr Fischer l'a démontré. Bien sûr, nous avons été frappés par la manière dont les gens relèvent les défis. Nous avons visité les laboratoires chimiques et il y a eu des problèmes. Problèmes, par exemple, pour la fabrication de médicaments. Ce sont des problèmes compliqués. Et ils ont réussi en 3 semaines à résoudre ce problème de production de médicaments qui sont bien meilleurs que la production que nous recevions d'Allemagne. Et s'agissant des défis liés à la croissance, eh bien, on ne peut pas ne pas se réjouir, bien sûr, de la situation des enfants. Dans toutes les régions, nous avons rencontré des enfants. À Ulyanovsk, nous avons plus de 50% des étudiants sont des étudiants étrangers, et ces enfants, ces étrangers et nos enfants veulent maintenant devenir médecins, et si cela n'est pas possible dans les zones de combat, eh bien ils veulent travailler dans les hôpitaux militaires. Donc ils veulent être bénévoles, ils veulent faire du travail volontaire. Nous en avons déjà discuté avec le ministère de la Santé. J'espère que cela sera possible. Alors peut-être pas pour les étudiants étrangers, mais en tout cas, il y a des jeunes qui veulent participer et qui veulent participer donc pour notre pays. C'est là aussi une possibilité. Ce sont des impressions à partager, ce sont des choses à faire donc avec l'ensemble des étudiants dans les unités médicales, dans les unités médicales pour les enfants, des unités médicales pour les adultes, essayer d'examiner davantage de patients. Et bien sûr, donc nous avons été également frappés par la présence des enfants au festival. Bien sûr, je suis une femme, alors je suis toujours touché d'entendre des jeunes filles pleurer, une jeune fille qui pleurait tellement elle était fière de vous rencontrer, elle était fière d'être en Russie dans une délégation étrangère. Bien sûr, ces gens parlent encore mal le russe, mais ils admirent notre pays et cette fierté que vous générez, qui produit des larmes, eh bien, cette fierté a des accents de vérité. Et cette reconnaissance sans commune mesure suscite bien sûr des propositions très nombreuses. Et nous devons bien entendu y travailler. Bien sûr, vous en avez parlé, vous avez fait beaucoup de propositions lors de votre adresse aux assemblées fédérales, et tout ceci exigera des examens. Merci pour tout. Et encore une fois, félicitations. Le Président, pour ce qui est de la pratique dans les régions où il y a malheureusement, où ce n'est pas simple, et où c'est dangereux, nous avons, vous savez, les gens, ça s'est reflété pendant la lutte contre la pandémie. Et je comprends que ce mouvement existe, que les gens s'efforcent à offrir une présence et un soutien là où la situation est difficile, et naturellement pour nos jeunes c'est quelque chose de très important, et nous essaierons de le faire. Nous allons réfléchir et nous allons voir comment organiser les choses. Je vous remercie. Artyom, je vous donne la parole. Je voulais m'associer à mes collègues, à mes amis, pour vous féliciter pour cette victoire dont personne n'a douté, et vous dire que, ayant visité de nombreuses régions, bien sûr, nous avons profité de ces occasions pour faire un peu
de tourisme. Mais je voulais vous dire, je voulais vous transmettre le salut des jeunes qui sont en service, qui défendent les frontières de notre pays, aussi également aux blessés dans les hôpitaux militaires. Donc toutes les chambres que j'ai visitées dans les hôpitaux militaires, eh bien, j'ai serré la main des gens et donc on m'a demandé de transmettre de transmettre donc des remerciements, des vœux de reconnaissance et des remerciements pour le soutien que vous apportez. Le volume aujourd'hui de production a vraiment frappé. Le volume de munitions, la présence sur le front témoigne du fait que la production en munitions d'artillerie est très importante. Alors, je pense que tout ça témoigne d'un ordre. Il n'y aura pas de problème. Le travail se fait. Donc, il y a des gens qui font 3 missions de suite sans repos. Donc, ils acceptent 300% de charge de travail. Je ne parle pas des officiers supérieurs. Oui, le volume est très important. Mais cela permettra de sortir d'une situation. Il y a des spécialistes qui arrivent, qui étaient sur les bancs de l'école. Il y a des institutions techniques. Donc, dans ce domaine, beaucoup de travail également est fait. De même, il y a un espoir entre notre jeunesse, il y a de l'espoir en notre jeunesse et aussi beaucoup de gratitude. Ils poursuivent notre cause, ils poursuivent notre travail est dans de bonnes mains et ils préservent notre identité, le développement de notre pays, le développement tel qu'il a été exprimé lors de votre adresse aux assemblées fédérales pour les prochaines années, et ainsi que les plans stratégiques qui sont donc pris en main par notre jeunesse. J'ai beaucoup entendu de vœux et de souhaits visant à développer le tourisme, les routes touristiques dans notre pays. Et je l'ai vu de mes yeux, le temps où j'ai pu passer d'une région à une autre, j'ai compris qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à approfondir, que ce soit du point de vue de la culture, du point de vue de l'histoire de nos régions, et il existe beaucoup de monuments historiques, certains ont été ouverts. Je recommande de visiter l'ensemble des lieux historiques de notre pays parce que il faut prendre conscience de l'histoire, parce que sinon l'histoire se répète. Donc, par exemple, Moudjuga, le premier camp de concentration, on en parlait donc des premières guerres d'intervention de 1820, par exemple. Tout cela, l'histoire, eh bien, l'histoire se répète. On connaît Saint-Féropol, le camp rouge, et vous savez que tout cela, eh bien, vous voyez, dans les territoires que nous avons libérés, eh bien, se commettent des crimes, et ces endroits doivent être restaurés. Donc, tout cela, bien sûr, eh bien, les gens y ont été confortés. Alors, je voudrais vous remercier de votre confiance. Les collègues en ont beaucoup parlé. Nous avons reçu beaucoup de plaisir à communiquer, à visiter le peuple, à discuter avec les gens. Le soutien et toute cette gratitude impressionnent.
Les chiffres l'ont démontré, c'était un résultat que nous pouvions attendre. Et voilà. Alors, de nos bataillons, voilà, ils sont prêts à remplir leur devoir suprême et ils vous le remercient. Oui, transmettez aux jeunes. Et bien sûr, tout ceci me va droit au cœur. Vous savez, je voulais venir sur une chose. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait de communiquer. Alors vous avez travaillé, vous avez rencontré les gens, vous avez eu un contact direct. Et nous ferons tout pour réaliser au maximum ce que les gens attendent. Donc, s'il le faut, nous demanderons aux députés de changer les normes législatives, parce que, vous savez, les députés le font avec plaisir, si c'est pour le bien du peuple. Et tant au niveau régional, au niveau fédéral, avec le gouvernement, il faut travailler avec les ministères. Nous ferons tout pour que les demandes qui se sont fait jour au cours de vos contacts directs soient réalisées dans la mesure du possible. Je vous remercie beaucoup. Avec vous tous, mon équipe de campagne, avec ceux qui partagent. Mais quand je parle de ceux qui partagent avec moi, qui partagent leur point de vue, on suppose évidemment des gens qui sont proches dans leurs pensées, qui ont le même objectif, des gens qui partagent les mêmes pensées. Donc, au sens de ce mot en russe, soratnik, c'est-à-dire que dans la vieille Russie, ratnik, c'est celui qui était un guerrier, qui était un simple habitant de ville et des campagnes, des villages, pas simplement un guerrier, mais quelqu'un qui s'était levé pour défendre sa patrie. C'était les gens qui pensaient à leur patrie aujourd'hui et pour les générations à venir. Et donc, ceux qui sont avec nous. L'histoire se répète. Aujourd'hui, elle est cyclique, l'histoire. Tout se répète. Et nous sommes tous ensemble des soratniks, c'est-à-dire des camarades. Et je tiens à remercier les citoyens de Russie. Nous sommes tous une seule équipe. Tous les citoyens de Russie qui sont venus au bureau de vote voter, nous sommes tous une équipe. Et encore une fois, je tiens à dire que c'est une chose essentielle. Ce n'est pas quelque chose qui est formel, qui a une forme juridique. La source du pouvoir dans notre pays, c'est le peuple russe. Et de la voix de chacun d'entre vous, des voix de chacun des citoyens se forment une seule volonté du peuple de la Fédération de Russie. C'est un appui considérable pour l'existence de notre pays, pour son développement sur sa capacité de défense dans le domaine de la science, de la formation, dans toutes les orientations majeures. Et aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, des propos de remerciement particuliers pour tous ceux qui sont sur la ligne de front et qui assurent à notre pays des conditions de développement qui n'épargnent ni leur santé, ni leur vie, et qui remplissent la mission si importante de défense de notre pays dans les territoires qu'on qualifie de nouveaux, mais qui sont en réalité historiques, et pour tout le pays dans son entier. Je remercie
tous ceux qui ont travaillé dans les états-majors de campagne, les bénévoles. Ce n'est pas un travail de routine, collecter les signatures, distribuer des prospectus. Oui, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais il y a un risque pour la santé, pour la vie, etc. On voit le travail qui est mené dans qui sont peut-être très très loin du métier des armes, qui ont des métiers tout simplement civils. Et là, ici, derrière mon dos, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas peur, qui travaillent, qui remplissent leur devoir vis-à-vis de la patrie. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais comme nous sommes unis, et je pense que cela est clair pour tout le monde, qui que nous soyons, quelles que soient les menaces qui viennent de l'extérieur, qu'on cherche à nous intimider, à nous faire peur, à nous imposer une volonté. Mais ça n'a jamais réussi dans l'histoire, ils n'ont jamais réussi, ils ne réussiront jamais. Mais nous, au contraire, nous nous sentons unis comme une famille. Et je viens de parler avec le patriarche. Il a dit quelque chose de très juste. Il a dit, dans un État uni, vous voyez le travail qu'on a fait ensemble. Dans un pays qui est au contraire multiculturel, multiconfessionnel, multiethnique, tout le monde se sent ici, aujourd'hui, comme la seule famille russe unie. C'est une condition essentielle pour notre mouvement vers l'avant. Et je peux dire avec certitude aujourd'hui que tous nos projets, qui pour certains sont grandioses et qui ont été énoncés lors de mon allocution à l'Assemblée fédérale, tous ces objectifs seront atteints. Les objectifs seront atteints. Nous ferons tout pour cela. Pour conclure, je voudrais dire précisément ce que je viens d'avoir à l'esprit, ce sur quoi je me suis arrêté. Nous avons devant nous beaucoup de travail à faire, un travail concret. Le résultat des élections, c'est une confiance de la part des citoyens du pays et c'est leur espoir que nous ferons ce qui est prévu. Et je tiens à vous remercier tous et tous les citoyens du pays pour le soutien et la confiance qui sont exprimés. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais discuter aussi avec les dirigeants de notre état-major de campagne. Nous allons parler des étapes du travail qui a été fait et que nous faisons. Et je voudrais bien que tous ceux qui sont ici se sentent comme partie intégrante de notre grande équipe. J'espère ne pas vous perdre, mais je compte au contraire beaucoup sur le travail que nous allons faire ensemble à l'avenir. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier les citoyens de Russie. Nous sommes tous une seule équipe. Tous les citoyens de Russie qui sont venus au bureau de vote voter, nous sommes tous une équipe. Et encore une fois, je tiens à dire que c'est une chose essentielle. Ce n'est pas quelque chose qui est formel, qui a une forme juridique. La source du pouvoir dans notre pays, c'est le peuple russe. Et de la voix de chacun d'entre vous, des voix de chacun des citoyens se forment une seule volonté du peuple.
de la Fédération de Russie. Qui que nous soyons, quelles que soient les menaces qui viennent de l'extérieur, qu'on cherche à nous intimider, à nous faire peur, à nous imposer une volonté. Mais ça n'a jamais réussi dans l'histoire, ils n'ont jamais réussi, ils ne réussiront jamais. Mais nous, au contraire, nous nous sentons unis comme une famille. Et je viens de parler avec le patriarche. Il a dit quelque chose de très juste. Il a dit, dans un État uni, monoethnique, vous voyez le travail qu'on a fait ensemble. Dans un pays qui, au contraire, multiculturel, multiconfessionnel, multiethnique, tout le monde se sent ici, aujourd'hui, comme la seule famille russe unie. C'est une condition essentielle pour notre mouvement vers l'avant. Pour ce qui est de Monsieur Navalny, oui, il est décédé. C'est toujours un événement triste. Nous avons eu d'autres cas où des prisonniers sont décédés. Et aux États-Unis, ça n'a pas lieu, ce genre de choses? Oui, et ça a eu lieu à plusieurs reprises. Pour ce qui est d'un événement extrêmement inattendu, avant que M. Navalny décède, certains collègues m'ont dit, qu'il y a l'idée d'échanger M. Navalny contre certaines personnes qui se trouvent privées de liberté dans les pays occidentaux. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, mais il n'a pas terminé sa phrase. Et j'ai dit, je suis d'accord. Mais malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé à une condition. Nous l'aurions échangé et il ne serait pas revenu. Mais cela arrive. Cela arrive, malheureusement. Voilà, c'est la vie. Si vous voulez connaître mon opinion au sujet du fait que nous sommes ou non une démocratie, je pense que nous sommes, oui, une démocratie. Et à l'inverse, certains pays, comme votre pays, se disent démocratiques. Et quand ils utilisent les ressources des autres pour attaquer le président, quand il utilise, le président des États-Unis utilise les instances juridiques, nous n'avons pas de préférence vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre aux États-Unis d'Amérique. Mais utiliser des ressources administratives, le système judiciaire, c'est tellement drôle et c'est une honte pour ce que vous prétendez être un système démocratique. Donc nous avons tout lieu de penser qu'aucune démocratie, y compris lors d'un processus préélectoral, dans certains pays, eh bien tous ces systèmes ne sont pas aujourd'hui observés. Je vous en prie. Bonjour, TASS. Macron a dit qu'il allait demander à la Russie, Macron a dit qu'il allait demander à la Russie un cessez-le-feu en Ukraine durant les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que la Russie est prête à examiner cette proposition et dans quelles conditions? Et est-ce que là va dépendre de notre participation ou non à ces Jeux Olympiques? Je ne connais pas cette déclaration du président de la France. Nous sommes prêts à examiner toute question, mais dans n'importe quelle situation, nous tiendrons compte nous prendrons en compte les intérêts de la Russie et la situation de l'état, évidemment, des confrontations. Comme je le dis toujours, je le répète, nous sommes en faveur de négociations de paix, mais pas face à des gens qui ont des cartouches, des balles. Donc il faut le faire de façon sérieuse, avec des perspectives à long terme, et dans le cadre de relations de bon voisinage entre les deux États. Et faire une pause pour
un réarmement, c'est une question très sérieuse. Et pour ce qui est des Jeux olympiques, eh bien, les fonctionnaires internationaux, en dépit de ce que prône l'olympisme, je pense que c'est un sujet à part. Соловьев Life, félicitations à vous, on croit beaucoup en vous. Notre question, c'est la suivante. Donc, vous venez de prolonger votre mandat brillamment. Zelensky, non. Avec qui vous pouvez négocier la paix? Ça, c'est une question qui mérite d'être étudiée en détail. On verra. Le pays a besoin de lui et que c'est de lui que dépend l'avenir de la Russie. Et c'est ce qui explique cette participation exceptionnelle. Les gens sont venus pour réunir les conditions favorables à la cohésion intérieure de notre pays pour continuer à aller de l'avant, pour que cette cohésion nous permette, sur la ligne de front, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du développement, dans le domaine intellectuel, dans le domaine social. Nous avons beaucoup de projets sociaux, nous avons d'énormes projets pour l'avenir. Les gens sont venus pour réunir ces conditions favorables au développement et au renforcement de la patrie, la Russie. Voilà, tout s'explique. Allez-y. Agence NTV, quels sont les défis que vous voyez aujourd'hui? De quoi? Quels défis vous voyez pour votre mandat? Je pense qu'il s'agit d'abord de mener à bien les objectifs de l'opération militaire spéciale, d'assurer la capacité de défense de notre pays. Nous voyons un excellent rythme dans la production de notre armement, en matière de développement de notre pays. Lors de mon allocution à l'Assemblée fédérale, j'ai encore identifié les objectifs que nous avons et nous devons utiliser la confiance des citoyens de la Russie et faire tout ce qui dépend de nous pour que tous les objectifs fictifs et fixés soient atteints. Allez-y. Monsieur Poutine, agence MIR, qu'est-ce que maintenant vous voulez dire directement aux citoyens? Je viens avec l'équipe de l'état-major, c'est ce que je viens de dire. Je remercie tous les citoyens de Russie pour la confiance que vous me témoignez. Je ferai tout ce qui dépend de moi pour résoudre les missions que nous nous sommes fixés et parvenir aux résultats qui sont absolument prioritaires. Je vous remercie. Allez-y. Tout d'abord, je vous félicite, Agence Life, et donc le gouvernement va devoir présenter sa démission. Est-ce qu'on va attendre jusqu'au 7 mai ou est-ce que déjà vous avez une équipe que vous mettez en place? Vous savez, le résultat du travail des dernières années a montré que dans l'ensemble, l'équipe administrative au sens le plus large du terme est très efficace et que les résultats du travail mené sont satisfaisants, comme je l'ai dit récemment. Ça concerne le gouvernement, la Banque centrale, l'administration présidentielle. La question, c'est de définir maintenant qui, à quel poste sera le plus efficace pour faire le travail, pour que le résultat final de l'équipe soit le meilleur. Avec les collègues, avec le gouvernement, avec l'administration, avec la direction de la Banque centrale, c'est un élément important de l'équipe dirigeante qui travaille sur les questions de macroéconomie, de stabilité macroéconomique. Tous ensemble, nous réfléchissons, nous discutons dans une atmosphère de camaraderie, pas d'inquiétude, pas de précipitation. Nous avons donc presque 2 mois et demi aujourd'hui pour parler de tout ça et c'est ce que nous allons faire. Donnez le micro là.
ou de ce côté. Agence Interfax, bonjour. Les derniers événements dans la région de Belgorod, avec ce corps de légionnaires russes, on sait que c'est une force qui est présente. Oui, vous savez, à l'époque de la Grande Guerre patriotique, il y avait des groupes de traîtres à la patrie qui s'étaient formés, les soldats de Vlasov. Ils ont aussi lutté contre leur patrie, les armes à la main. On connaît très bien comment ça s'est terminé. Et quand ces gens, ces traîtres, ces salauds ont lutté en étant du côté des nazis, aujourd'hui il y a la même chose. Il y a des gens qui luttent du côté des néo-nazis, du régime néo-nazi. C'est tout à fait évident, c'est pas la peine d'entrer dans les détails ici. Si leur héros principal, c'est Bandera, qui était au service d'Hitler, alors il n'y a rien à prouver. Mais ces gens existent, c'est quelques groupes. Et celui dont vous avez parlé, je ne sais plus quoi, un corps de volontaires, de je ne sais plus quoi, il y en a 4 groupes. Au total, c'est à peu près 2500 hommes. Aujourd'hui, ils sont en train d'être jetés comme de la chair à canon pour des attaques. Ils s'attaquent à la frontière nationale. Leurs pertes sont énormes. Et de ces groupes de 10 volontaires, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 1500, ils ont perdu à peu près 800 hommes sur 1500. Et ce que je dois dire à ce propos, ils viennent les armes à la main contre leur pays, contre leur patrie. Nous n'avons pas de peine de mort. Mais à l'égard de ces gens-là, maintenant et à l'avenir, nous aurons la même attitude envers ceux qui sont dans la zone du front. Nous considérons qu'ils ont les armes à la main et tous les services de police, de l'armée, identifieront tous personnellement et puniront ceux qui se dresseront les armes à la main contre la patrie, contre la Russie, et nous ne les laisserons pas tranquilles. Ils doivent le savoir. Leur efficacité est nulle. Même sur le champ de bataille, les chefs militaires me le disent. On voit que ce n'est pas des armées régulières. Ils y vont en troupes, en foule. Ils vont se faire massacrer. Et dans l'ensemble, dans ce secteur de la frontière nationale, malgré les attaques terroristes, et nous le savons très bien déjà, les citoyens qui vivent dans ces régions-là, dans ces secteurs-là, ont fait preuve de maturité. Ils ont illustré cette maturité. J'en ai parlé encore tout récemment. Ils ne sont pas effrayés. C'est pas possible de les effrayer. Justement, c'est là, dans ces territoires, dans les territoires frontaliers, et dans l'ensemble, il y a un taux de participation énorme. C'est justement la réponse de ces gens à ces tentatives de les intimider, de leur faire peur. Ceux qui font ça ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Mais en partie, peut-être heureusement qu'ils ne comprennent pas, parce que dans ce cas, évidemment, ils vont connaître la défaite. Ils essayent encore. Là, maintenant, ils essayent encore de pénétrer quelque part. On a éliminé presque 100% de ceux qui avaient franchi 100 mètres de notre territoire. On a détruit 25 chars et sur cette zone frontalière, on a pu voir jusqu'à 5000 personnes, pas directement sur la frontière, mais dans les territoires à proximité, avec une perte de 45% environ. Et aussi 35 pertes, des dizaines de véhicules blindés qui ont été détruits. Si ça leur plaît, ça nous convient aussi. Parce qu'ils attaquent sans réfléchir, alors que c'est une boucherie.
Pour nous, c'est avantageux. Qui continuent à essayer. Ça fera moins de personnes qui nous attaqueront sur d'autres secteurs du front, dans les combats, mais dans l'ensemble, l'initiative revient complètement à l'armée russe et dans certains secteurs, nos gars avancent chaque jour, un petit peu, progressivement, mais ils avancent. Donc c'est plus qu'une défense active, on le voit bien. En tout cas, ceux dont vous avez parlé ont un destin peu enviable. Ça, on le leur garantit. Alors, allez-y de ce côté, s'il vous plaît. Ria Novosti, Maria CDB. Monsieur le Président, lors de ces élections, il n'y a pas eu d'opposition et certains de l'étranger ont appelé à voter contre vous et dans certains bureaux, il y a eu des cas de bulletins qui ont été souillés, etc. Quelle est votre réaction? Pour autant que je comprenne et ce que j'ai entendu, donc ces appels à ne pas voter ou est donc soi-disant sont considérés comme une opposition. Les appels à aller voter, eh bien moi je leur ai dit, j'ai appelé à venir voter et je n'ai pas fait campagne pour moi-même. J'ai voté pour l'État et c'est mon devoir d'État d'appeler les gens à voter. Si l'opposition pense qu'il faut aller voter, c'est déjà très bien. Bravo. Pour autant que je comprenne, cela n'a pas eu d'effet en réalité. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ceux qui ont souillé les bulletins, ça c'est très grave. Si vous ne voulez pas voter ou si vous voulez exprimer votre confiance à un candidat, au candidat que vous pensez être le bon, c'est une chose. Mais si vous essayez donc de faire votre devoir électoral, mais si vous suivez votre position, eh bien, ce n'est pas démocratique. Donc, certains expriment leur volonté, puis d'autres viennent et souillent des bulletins. Alors, nous poursuivrons ceux qui ont fait ça, conformément à la loi, conformément à notre loi électorale, etc., et à l'ordre de l'État. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, que pensez-vous donc des relations entre l'État, entre la Chine et la Russie, et à leur avenir, à l'avenir de ces relations? Écoutez, en Chine, il y a eu un événement très important. Aujourd'hui, la Chine se développe à une rapidité exceptionnelle et ce qui est important, c'est la structure de l'économie et la structure des changements du côté de l'innovation, du côté des progrès de l'économie avec son caractère novateur, et nous essayons de faire la même chose dans notre pays, parce que nous avons les mêmes tâches à résoudre dans notre pays. La République populaire de Chine se comporte de manière extrêmement active à l'international et connaît de grands succès. Et toutes les tentatives qui consistent à affaiblir notamment les tentatives de provocation autour de Taïwan, qui fait partie intégrante de la Chine, eh bien, toutes les sanctions qui sont appliquées à la Chine aujourd'hui pour freiner son développement, eh bien, n'ont rien à voir avec le droit. Cela ne fait aucun doute. C'est tout à fait illégal. Et nos relations
situation, eh bien, elle se développe très rapidement depuis 2 décennies. Elle se complète, elle se stabilise l'une l'autre et elles vont se continuer dans le cadre d'une amitié que nous avons avec la République populaire de Chine. Mais c'est très important. Ce qui est important, c'est que cela corresponde aux intérêts des États pour résoudre nos problèmes communs. Et la question de la relation entre la Chine et la Russie est un facteur de stabilisation du point de vue du développement de nos activités dans l'espace euro-asiatique, dans un cadre où la Chine réalise ses projets, notamment une ceinture, une route, qui est donc l'initiative de Xi Jinping. Tout cela correspond à nos intérêts communs dans le domaine économique, dans le domaine de la politique internationale. Et ces prochaines années, tout cela va se renforcer et s'intensifier pour le bien de la Russie, des peuples de la Russie et de la Chine. Allez-y, donnez le microphone, s'il vous plaît. Allez-y, ici. Je vous en prie. Commerçant. Monsieur le Président, dans l'ensemble, la situation... Le micro plus précieux. Dans l'ensemble, la situation, à partir des résultats, est-ce que cela correspond à vos rêves? Moi, je rêve d'un pays indépendant et souverain. Les résultats de ce vote vont nous permettre, avec le peuple russe, d'atteindre ces objectifs. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, TASS. Macron a dit qu'il allait demander à la Russie... Macron a dit qu'il allait demander à la Russie un cessez-le-feu en Ukraine durant les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que la Russie est prête à examiner cette proposition et dans quelles conditions? Et est-ce que là va dépendre de notre participation ou non à ces Jeux Olympiques? Je ne connais pas cette déclaration du président de la France. Nous sommes prêts à examiner toute question, mais dans n'importe quelle situation, nous prendrons en compte les intérêts de la Russie et la situation de l'état, évidemment, des confrontations. Comme je le dis toujours, je le répète, nous sommes en faveur de négociations de paix, mais pas face à des gens qui ont des balles. Donc il faut le faire de façon sérieuse, avec des perspectives à long terme, et dans le cadre de relations de bon voisinage entre les deux États. Et faire une pause pour un réarmement, c'est une question très sérieuse. Et pour ce qui est des Jeux Olympiques, eh bien, les fonctionnaires internationaux, en dépit de ce que prône l'olympisme, je pense que c'est un sujet à part. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, excusez ma question en anglais. Mon collègue va traduire. ABC News. Le journaliste Evan Gershkovich a passé cette élection en prison. Boris Nadezhdin, qui s'oppose à la guerre en Ukraine, n'a pas été autorisé à participer, à se présenter contre vous. Alexei Navalny est mort dans l'une de vos prisons pendant votre campagne. Et ce que vous appelez, Monsieur le Président, la démocratie. Господин президент американской телекомпании NBC Кир Симмонс. Мой вопрос. Американский журналист Эван Гершкович среди многих, кто провел выборы в тюрьме. Борис Надеждин, который выступает против войны, не был допущен к участию в выборах. А Алексей Навальный умер в одной из тюрем во время вашей предвыборной кампании. Является ли это демократией, на ваш взгляд? C'est la vie. Si M. Nadezhdin n'a pas pu participer à la campagne électorale, c'est avant tout le résultat du travail, du manque de préparation de la part de ses partisans. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs de bulletins, etc. Ça, c'est à mon avis, pour autant que je
je sache, je pense que c'est, je pense que voilà, il n'y avait pas donc la quantité de bulletins nécessaires, etc. Pour ce qui est de Monsieur Navalny, oui, il est décédé. C'est toujours un événement triste. Nous avons eu d'autres cas où des prisonniers sont décédés. Et aux États-Unis, ça n'a pas lieu, ce genre de choses? Oui, et ça a eu lieu à plusieurs reprises. Pour ce qui est d'un événement extrêmement inattendu, avant que M. Navalny décède, certains collègues m'ont dit, qu'il y a l'idée d'échanger M. Navalny contre certaines personnes qui se trouvent privées de liberté dans les pays occidentaux. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, mais il n'a pas terminé sa phrase. Et j'ai dit, je suis d'accord. Mais malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé à une condition. Nous l'aurions échangé et il serait parvenu. Mais cela arrive. Cela arrive, malheureusement. Voilà, c'est la vie. Si vous voulez connaître mon opinion au sujet du fait que nous sommes ou non une démocratie, je pense que nous sommes oui une démocratie. Et à l'inverse, certains pays comme votre pays se disent démocratiques et quand ils utilisent les ressources des autres pour attaquer le président, quand il utilise, le président des États-Unis utilise les instances juridiques, nous n'avons pas de préférence vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre aux États-Unis d'Amérique. Mais utiliser des ressources administratives, le système judiciaire, c'est tellement drôle et c'est une honte pour ce que vous prétendez être un système démocratique. Donc nous avons tout lieu de penser qu'aucune démocratie, y compris lors d'un processus préélectoral, dans certains pays, eh bien tous ces systèmes ne sont pas aujourd'hui observés. Je vous en prie. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Bonjour Monsieur le Président, je vous félicite pour votre victoire, Ekaterina Lazareviec-Urarou. Il y a quelques mois, vous avez rencontré des personnes, vous avez noté qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, notamment qui sont dans l'armée, qui servent, mais ces 5 dernières années, dans certains postes, il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'il y a une liste de femmes potentiellement gouverneurs peut-être donc. Alors, nous avons peu de femmes au gouvernement. Mais prendre ce genre de décision exige évidemment une préparation professionnelle, mais bien entendu, plus il y a de femmes au sein des instances dirigeantes, au niveau municipal, régional et fédéral, eh bien le mieux ce sera, et nous allons nous y atteler. Allez-y, je vous en prie. Chaîne télévision 360. Donc, je voudrais revenir aux élections. Ces trois derniers jours, à Moscou, il y a eu des observateurs de 129 pays. Nous savons que certains ont dit qu'ils voulaient prendre de l'expérience qu'ils ont vue au cours du déroulement de ces élections. Alors, je ne vais pas dévoiler de secret. Il y a quelques années, il y a eu des doutes sur le fonctionnement de notre administration. On souhaite notamment s'agissant du vote électronique. Tout le monde était contre, mais en fin de compte, eh bien,
tout le monde a vu que c'était transparent, moderne, civilisé. Beaucoup de gens ont pu ainsi remplir leur devoir électoral. Le maire Sobyanin en a parlé. Le système est transparent et le système est totalement objectif. Cela ne ressemble pas du tout au système de vote par la poste des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, donc aussi, il y a les bulletins peuvent être jetés, etc. Jusqu'à minuit, il peut y avoir des barrages d'urnes, etc. On peut mettre des tampons. Il y a eu certains endroits où pendant des jours ça ne s'est pas terminé. Nous avons eu une grande quantité d'observateurs, y compris des observateurs étrangers. Mais ce n'est pas important. Eh bien, quelles que soient les relations qu'ils avaient, ce sont des gens indépendants, des représentants des partis également, on peut observer. Ici, donc ça n'a rien à voir avec le vote par la poste des États-Unis américains. Qui contrôle? Personne ne contrôle. Donc vous pouvez acheter une voix pour $10. Et vous pouvez en acheter 1000. Et ensuite, vous pouvez les bourrer jusqu'à minuit. Voilà leur démocratie. Tout ça n'a pas eu lieu chez nous. Alors, nous pouvons améliorer notre système et nos procédures démocratiques au cours des campagnes électorales. Et bien entendu, nous serons heureux de le faire et nous serons heureux de le faire avec tous ceux qui sont prêts à y participer de manière bienveillante. Allez-y, je vous en prie. Et ensuite, et après, quelques autres questions, après nous allons terminer. Monsieur le Président, je m'associe à aux félicitations. Alors, ceux qui ont participé aux élections, eh bien, correspondent à notre système politique intérieur, donc notre Parlement, etc. Il s'agit là de forces sérieuses. Est-ce qu'ils vont tirer des leçons de cette situation? Est-ce qu'ils vont s'unir autour de vous? Oui, alors je pense que oui. À mon avis, le problème, c'est que aujourd'hui, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une grande quantité de spécialistes de l'Union soviétique qui ne savaient rien faire d'autre que lutter contre l'Union soviétique et ensuite séparés du territoire de la Russie. Alors, il faut donc aider la Russie. Mais cela étant dit, il y a une nouvelle génération de spécialistes qui évaluent les événements et je pense qu'ils vont agir d'une meilleure manière. Mais cela ne changera pas les objectifs de la Russie. Solovyov Life, félicitations à vous, on croit beaucoup en vous. Notre question, c'est la suivante. Donc, vous venez de prolonger votre mandat brillamment. Zelensky, non. Avec qui vous pouvez négocier la paix? Ça, c'est une question qui mérite d'être étudiée en détail. On verra. La suite? Bonjour. Première chaîne. Le mécanisme de constitution de votre équipe, de l'élite russe, fonctionne depuis longtemps. Vous en avez parlé. Vous avez parlé du temps des héros lors de votre allocution. Qui vous voulez voir maintenant sur ceux qui peuvent entrer dans votre équipe maintenant? Et à propos il y a eu des attaques de la part de l'Ukraine, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés, et il y a un an, le gouverneur Gladkov avait dit que pour assurer la sécurité de la région de Belgorod, il faudrait réunir la région de Kharkov. Je ne suis pas prêt à répondre comment nous devons réunir la région de Kharkov ni quand, mais compte tenu des événements tragiques d'aujourd'hui, nous serons obligés, à un moment ou à un autre, le moment opportun,
prévoir une zone sanitaire et de protection pour nous protéger des attaques du régime de Kiev. Cette zone de sécurité qu'il sera difficile à franchir en utilisant les armements que l'ennemi utilise aujourd'hui et essentiellement des armements d'origine occidentale, d'origine étrangère. Quelle pourrait être la profondeur de cette zone? Ça, c'est une question à part. Sur la constitution du corps dirigeant à venir, disons que quand j'ai parlé de ce projet, le temps des héros, j'invente rien, ça m'est venu à l'esprit quand je rencontrais des participants à l'opération militaire spéciale à Saint-Pétersbourg. Il y avait des étudiants, il y avait des gens qui sortaient de l'université, et c'est simplement une pensée qui m'est venue, que j'ai essayé de formuler, que je voudrais aujourd'hui mettre en place. C'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la patrie, des gens qui subissent des pertes, qui sont blessés. C'est une guerre qui est dure. En plus, ils combattent dans la boue, dans la saleté, et ceux qui n'ont pas été sur place ont du mal à imaginer. Et donc, c'est des gens qui ont fait preuve de tout pour la patrie, et donc il faut constituer une équipe dirigeante, il faut les former, il faut mener un travail concret avec eux. Et comment cela va se faire? Tout cela va dépendre de... Il faut voir aussi ce que les gens veulent faire. Certains veulent travailler dans la médecine, d'autres dans la sécurité, d'autres dans la défense, d'autres dans l'administration publique. Ça va dépendre aussi de ce que veut faire la personne elle-même. Et puis, c'est pas le dernier point. Et puis, il faut voir aussi à quoi cette personne est prête, à quoi elle est formée. Il y a aussi une question de formation, que la personne puisse faire des études, être formée. Donc ça va dépendre aussi de la volonté des gens. C'est pas une démarche de propagande, mais j'espère que c'est quelque chose qui va se faire de façon tranquillement, de façon sereine, progressive. Il y a déjà eu plus de 30 000 demandes. La première étape, ça va être une étape de sélection, quelques dizaines de personnes, et puis on va continuer, on va avancer dans cette direction, oui. Allez, on va bientôt terminer. Allez-y, vous. Je pensais le jeune homme, mais d'accord que ce soit une jeune fille. Le journal Izvestia, aujourd'hui, le dirigeant du Parti communiste a dit qu'il y avait une rencontre prévue demain avec le candidat Kharitonov du Parti communiste. De quoi vous voudriez parler et quand allez-vous rencontrer les autres candidats? Oui, justement, demain, il y a une rencontre qui est prévue avec tous les candidats. Et d'ailleurs, nous allons voir les résultats définitif. Et ce que je voulais dire à propos du Parti communiste et du Parti démocrate libéral et du Parti Nouvelle Personne, le Parti Nouvelle Personne, je ne sais pas quel va être le résultat définitif, mais en tout cas, pour les citoyens, c'est toujours intéressant qu'il y ait une certaine nouveauté. Et donc les gens attendent toujours quelque chose de nouveau, une transformation. Et donc le résultat qu'ils vont obtenir, je pense que ce parti, des personnes nouvelles, je connais bien les dirigeants de ce parti, je pense qu'en premier lieu, leur attention sera concentrée sur la nécessité de réunir des conditions favorables pour les entreprises. Et dans la campagne, au cours de la campagne électorale, dans leurs interventions, M. Davankov et tous ses collègues, je ne sais pas comment ils l'ont formulé, en tout cas dans l'ensemble, ils ont énoncé cette idée. Le principal, c'est justement pour eux de soutenir les conditions les plus favorables pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important parce que le travail de l'activité de cette couche de la société, c'est-à-dire les entrepreneurs, c'est important parce que c'est la base des résultats à l'échelle de l'ensemble du pays. C'est important. En ce qui concerne les communistes et le parti
démocratique libérale, on comprend que leurs électeurs, ce sont essentiellement des gens qui sont des patriotes. Et dans les conditions d'aujourd'hui, une grande part de leur électorat traditionnel, c'est l'impression que j'ai en tout cas, a préféré voter pour les dirigeants actuels, c'est-à-dire dans une situation qui est délicate aujourd'hui, et les résultats définitifs ont été influencés par ça. Et j'en suis tout à fait conscient, mais ça ne signifie pas que leur base électorale a diminué. Je pense que non. Simplement, dans l'ensemble, dans l'exercice de notre vie politique usuelle, je pense que c'est comme ça que le tableau se prépare. Allez-y. Monsieur Poutine, Vestia, nous avez parlé d'une participation exceptionnelle dans les nouvelles régions, mais est-ce que vous avez été étonné de ceux qui ont voté pour vous? C'est des chiffres qui sont très proches de 100%. Est-ce que ce résultat vous a étonné? Est-ce que vous attendiez cela dans les nouveaux territoires? Parce que c'est des gens qui sont devenus nos compatriotes tout récemment. Deuxième question. Dans les pays occidentaux, il y a des déclarations qui disent que nos élections sont invalides, etc. Est-ce que ça vous préoccupe ce que disent les dirigeants occidentaux sur nos élections? En ce qui concerne les résultats dans le Donbass et dans les pays de Nouvelle-Russie et en Crimée d'ailleurs, en fait, je pensais que les résultats seraient bons, significatifs, positifs, mais qu'ils seraient positifs à ce point-là. Non, évidemment, je m'y attendais pas. Mais cela montre, premièrement, que nous agissons correctement. Les gens nous sont reconnaissants pour les décisions que nous avons prises pour les défendre. Et ça, c'est le motif essentiel de ces gens-là. Deuxième point, ils attendent de notre part une protection dans tous les sens du terme, dans le domaine de la sécurité, et bien sûr, ils attendent un développement social de l'économie des territoires, et nous ferons tout pour que les gens qui vivent sur ces territoires et leurs attentes satisfaites. En ce qui concerne la réaction de certains pays, elle est prévisible. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils se mettent à applaudir? Non, ils luttent contre nous. D'ailleurs, ils luttent par les armes contre nous. Et vous croyez qu'ils vont applaudir? Les forces, même pas, les forces qui sont derrière moi, pas moi personnellement, qui veulent le renforcement de la Russie, sa souveraineté, sa capacité de défense, son indépendance, sa souveraineté économique et sur le plan financier. Leur objectif, c'est de contenir notre développement. Et évidemment, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Votre collègue a parlé de démocratie. Je lui ai répondu sur la façon dont nous apprécions la démocratie dans leur pays et dans certains autres pays. Et c'est la vérité. Le monde entier rit sur ce qui se produit chez eux. Nous nous conduisons de façon beaucoup plus retenue que nos opposants dans beaucoup de pays, de façon beaucoup plus retenue. Mais c'est une catastrophe. Et c'est pas la démocratie. Et donc, pour moi, ce qui est important, le choix fait par le peuple russe. Je m'appuie sur le peuple russe et je travaille dans l'intérêt du peuple russe et de notre État. Et je suis reconnaissant aux citoyens russes pour leur soutien. Merci. Ah, encore une chose. S'il y a des journalistes étrangers, on va montrer notre humeur démocratique, notre caractère. Alors vous êtes tout seul, vous avez été audacieux, courageux. Merci d'avoir été ici. Malgré votre esprit, votre disposition d'esprit critique, vous avez écouté ma réponse qui ne vous a peut-être pas fait plaisir, mais vous avez posé des questions intéressantes. Mais en tout cas, vous êtes là et ça dit que tout n'est pas perdu dans les pays, aux États-Unis. Allez-y.
Reuters, peut-être une question stupide, mais Macron continue de dire qu'il est possible d'envoyer des troupes européennes en Ukraine. Et donc c'est une question qui préoccupe le peuple. Considérez-vous qu'un conflit de grande ampleur est possible entre la Russie et l'OTAN? Et est-il probable? Je pense que tout est probable dans le monde d'aujourd'hui. Et cela est clair pour tout le monde. Et on sera à un pas d'une troisième guerre mondiale. Et je pense que personne n'est intéressé à cela. En ce qui concerne les déclarations du président français, il y a eu déjà des correctifs. Il a dit que ce contingent pourrait remplir des missions secondaires et participer à la formation des officiers supérieurs ou donner des explications sur l'utilisation des armements occidentaux et des missions de ce genre. Je ne vois pas tellement en quoi ça se distingue de ce que font honnêtement les militaires de l'OTAN. De toute façon, sont déjà présents sur place. On entend parler français, anglais dans les liaisons et ils perdent beaucoup d'hommes et en grand nombre. Et ce n'est pas notre choix. Si certains d'entre eux veulent cacher les problèmes intérieurs, de politique intérieure, en promouvant une rhétorique agressive, c'est un processus, c'est une méthode souvent employée dans le monde, et la France a joué un rôle qui pourrait ne pas aggraver la situation, au contraire, mais il s'agit ici du déploiement. Il y a aussi les moyens de règlement de paix. Je pense que la France ici pourrait jouer un rôle, donc tout n'est pas perdu. Mais malgré tout, je voudrais terminer par mes propos de reconnaissance au peuple russe. Nous ferons, je le répète, tout ce qui dépend de nous pour parvenir aux objectifs de développement de notre pays dans toutes les directions. Je vous remercie. Au revoir. S'il fallait que je fasse, ce qui me retenait, vous savez, c'était que je me disais que à ces moments-là, promettre, et ensuite on ne sait pas quoi faire de ces promesses. Et j'avais décidé que je ne promettrai rien de ce qu'il est impossible de réaliser. Il faut toujours être extrêmement honnête avec les gens et pas faire du charabia et pas tromper les gens dans leurs attentes. Et tout ce que j'ai dit dans mon allocution à l'Assemblée fédérale, et ce discours était en fait était aussi un plan de campagne pour l'avenir. J'ai parlé de ce qui avait été préparé pendant des mois au niveau des experts du gouvernement, de la Banque centrale, de l'administration centrale. Tout cela est réalisable, tout a été calculé. Et quand vous avez parlé en votre nom de ce que vous considérez comme nécessaire, vous êtes des gens qui êtes éloignés de la politique, vous avez fait votre métier bien aimé pendant toute votre vie, vous avez des résultats concrets, exceptionnels, et donc les gens vous font confiance. Et quand vous parlez sincèrement de tout votre cœur, on sent cette certitude, et cette certitude, elle se transmet aux autres. Et c'est l'essentiel, c'est le gage essentiel de succès de notre travail. Et donc je vous suis très reconnaissant, et ce serait bien, nous allons réfléchir comment organiser cela, faire ça sur le plan organisationnel.
pour continuer à travailler à la mise en œuvre des tous objectifs que nous nous sommes fixés pour que nous ne perdions pas cette colonne vertébrale du travail qui a été mené et que vous ne perdiez pas donc ces gens aussi qui de tout cœur ont travaillé pour le résultat électoral d'aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais dire pour commencer. Et bien sûr, il serait utile d'entendre vos réactions sur ce qui a été fait au cours des contacts que vous avez eus en direct. Et vous, Madame Lysenko aussi. Mais bon, sans parler de la fièvre que vous avez eue, c'est pas clair, mais je sais que vous êtes vous-même un médecin. Mais donc, en tout cas, dans ce contact avec les gens, vous avez senti ce qu'attendent les gens en premier lieu. Faites-moi part de cela et je vais m'efforcer de tenir compte de tout ça. On va l'inscrire dans nos plans, on va peut-être corriger, modifier certaines choses. Mais Vladimir Mashkov, commencez. Merci Vladimir Poutine. Effectivement, ces 3 derniers mois et surtout ces 3 derniers jours étaient très représentatifs de l'inquiétude qu'a la population pour l'avenir du pays. Et les gens comprennent très bien, très clairement. Et aujourd'hui, c'était un choix historique, c'est un choix pour l'avenir. Et au cours de nos visites, je vous remercie pour l'honneur que vous nous avez fait de nous accorder votre confiance, à nous, à toute l'équipe. Et je pense que mes amis de l'état-major de campagne le ressentent bien aussi. Nous avons donc visité des dizaines de villes, nous avons rencontré des milliers de personnes dans des conditions absolument diverses. Mais vous savez, tout récemment, vous avez dit, ça m'a impressionné, vous avez dit que votre vie ressemblait à une cascade. Le nombre d'événements, de tournants inattendus, est parfois considérable que dans cette cascade, il y a un grand flux d'amour, de confiance, de reconnaissance des citoyens que vous devez ressentir. Et ces rencontres étaient tellement sincères. Et j'étais même passé dans une école d'art à Sébastopol. C'était une rencontre fantastique avec les enseignants, les enfants. Et tous les enfants, ils disaient « Transmettez à Vladimir Poutine nos salutations ». Et évidemment, c'est assez difficile de préparer cela. Et même à Tver, par exemple, j'ai entendu les enfants proposer tout d'un coup, est-ce que on a la carte Pouchkine? Nous aimons aussi beaucoup les livres. Est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité d'acheter des livres? Et j'ai dit, écoutez, je vais transmettre votre demande. Et on en a parlé avec les collègues. Marina, elle en dit, on pourrait faire du sport, mais faire quelque chose d'autre. Mais quand on entend que les enfants disent qu'ils aiment les livres, que ça coûte cher, et moi, ça m'a frappé. C'était à Tver, c'est ça? Oui, à Tver, oui. Évidemment, c'est impressionnant. Donc, il y a beaucoup de propositions. Tout cela, nous l'avons collecté et on va vous le transmettre. Très bien. Merci beaucoup.
Je suis presque convaincu, il faut répondre ici, on peut répondre à tout ce que vous avez discuté avec les gens que vous avez rencontrés. Presque à tout, on peut apporter une réponse. Il faut regarder, évidemment, en détail. On se rencontrera encore, on en parlera. Marina, vous ? Monsieur le Président, bien sûr, je ne peux pas à nouveau ne pas vous féliciter pour votre victoire. Vous savez, il est vrai que ce que vous nous avez demandé, et contrairement à d'autres, contrairement à mon collègue, évidemment, nous avons travaillé donc pendant la période Covid, mais aujourd'hui, il y a eu véritablement une adhésion des gens et dans cet énorme pays, des gens peu ordinaires ont fait ce qui ont tenté des choses contre vous. Et aujourd'hui, ces tentatives ont échoué. Nous sommes un peuple particulier et nous voulons simplement coopérer avec vous. Et bien sûr, des dizaines de milliers de kilomètres nous avons parcouru. Il y a eu ce programme, donc c'est un niveau d'argent. Nous avons nous avons parcouru des centaines de milliers de kilomètres de route avec. Donc vous savez, moi j'avais fait cette route durant la période soviétique et c'était vraiment une autre situation. J'avais fait avec mes parents, c'était d'autres transports, mais nous avons pu communiquer au niveau professionnel, nous avons discuté avec des enfants, nous avons discuté avec les hôpitaux, avec la société professionnelle, beaucoup a été fait, J'ai travaillé notamment comme médecin urbain, j'ai travaillé dans des petites villes, mais vous savez, l'impression est tout à fait différente. Fischer racontait par exemple combien il travaillait avec l'intelligence artificielle pour faire des électrocardiogrammes, pour la téléconsultation, pour comment faire pour unir les médecins, pour travailler par exemple en ligne pour résoudre des problèmes de santé en ligne. Tout cela existe. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes des régions pour un système unifié de médecine dont nous avons besoin. Par exemple, Saint-Pétersbourg a maintenant adopté le système de Moscou, ce qui est pratique pour tout le monde. Et donc, il va falloir travailler sur toutes ces questions, unifier les communications de manière à ce que les gens puissent voir les réponses à leurs exigences. Il s'agit aussi de générer un espace unique d'information. Tout cela, Dr Fischer l'a démontré. Bien sûr, nous avons été frappés par la manière dont les gens relèvent les défis. Nous avons visité les laboratoires chimiques et il y a eu des problèmes. Problèmes par exemple pour la fabrication de médicaments, ce sont des problèmes compliqués et ils ont réussi en 3 semaines à résoudre ce problème de production de médicaments qui sont bien meilleurs que la production que nous recevions d'Allemagne. Et s'agissant des défis liés à la croissance, eh bien, on ne peut pas ne pas se réjouir, bien sûr, de la situation des enfants. Dans toutes les régions, nous avons rencontré des enfants. À Ulyanovsk, nous avons plus de 50% des étudiants sont des étudiants étrangers. Et ces enfants, ces étrangers et nos enfants veulent maintenant devenir médecins et
et si cela n'est pas possible dans les zones de combat, eh bien, ils veulent travailler dans les hôpitaux militaires. Donc, ils veulent être bénévoles, ils veulent faire du travail volontaire. Nous en avons déjà discuté avec le ministère de la Santé. J'espère que cela sera possible. Alors, peut-être pas pour les étudiants étrangers, mais en tout cas, il y a des jeunes qui veulent participer et qui veulent participer donc pour notre pays. C'est là aussi une possibilité. C'est que ce sont des impressions à partager, ce sont des choses à faire donc avec l'ensemble des étudiants dans les unités médicales, dans les unités médicales pour les enfants, des unités médicales pour les adultes, essayer d'examiner davantage de patients. Et bien sûr, donc nous avons été également frappés par la présence des enfants au festival. Bien sûr, je suis une femme, alors je suis toujours touché d'entendre des jeunes filles pleurer, une jeune fille qui pleurait tellement elle était fière de vous rencontrer, elle était fière d'être en Russie dans une délégation étrangère. Bien sûr, ces gens parlent encore mal le russe, mais ils admirent notre pays et cette fierté que vous générez, qui produit des larmes, eh bien, cette fierté a des accents de vérité. Et cette reconnaissance se sent comme une mesure, suscite bien sûr des propositions très nombreuses. Et nous devons, bien entendu, y travailler. Bien sûr, vous en avez parlé, vous avez fait beaucoup de propositions lors de votre adresse aux assemblées fédérales, et tout ceci exigera des examens. Merci pour tout. Et encore une fois, félicitations. Le Président, pour ce qui est de la pratique dans les régions où il y a malheureusement, où ce n'est pas simple, et où c'est dangereux, nous avons, vous savez, les gens, ça s'est reflété pendant la lutte contre la pandémie. Et je comprends que ce mouvement existe, que les gens s'efforcent à donc offrir une présence et un soutien là où la situation est difficile. Et naturellement, pour nos jeunes, c'est quelque chose de très important. Et nous essaierons de le faire. Nous allons réfléchir et nous allons voir comment organiser les choses. Je vous remercie. Arthur, je vous donne la parole. Je voulais m'associer à mes collègues, à mes amis, pour vous féliciter pour cette victoire dont personne n'a douté, et vous dire que, ayant visité de nombreuses régions, bien sûr, nous avons profité de ces occasions pour faire un peu de tourisme. Et je voulais vous transmettre le salut des jeunes qui sont en service, qui défendent les frontières de notre pays, aussi également aux blessés dans les hôpitaux militaires. Donc toutes les chambres que j'ai visitées dans les hôpitaux militaires, eh bien, j'ai serré la main des gens et donc on m'a demandé de transmettre de transmettre donc des remerciements, des vœux de reconnaissance et des remerciements pour le soutien que vous apportez. Le volume aujourd'hui de production a vraiment frappé. Le volume de munitions, la présence sur le front témoigne du fait que la production en munitions d'artillerie est très importante. Alors, je pense que tout ça témoigne d'un ordre. Il n'y aura pas de problème. Le travail se fait. Donc, il y a des gens qui font 3 missions de suite sans repos. Donc,
ils acceptent 300% de charge de travail. Je ne parle pas des officiers supérieurs. Oui, le volume est très important. Mais cela permettrait de sortir d'une situation. Il y a des spécialistes qui arrivent, qui étaient sur les bancs de l'école. Il y a des institutions techniques. Donc, dans ce domaine, beaucoup de travail également est fait. De même, il y a un espoir entre notre jeunesse, il y a de l'espoir en notre jeunesse et aussi beaucoup de gratitude. Ils poursuivent notre cause, ils poursuivent notre travail est dans de bonnes mains et ils préservent notre identité, le développement de notre pays, le développement tel qu'il a été exprimé lors de votre adresse aux assemblées fédérales pour les prochaines années, et ainsi que les plans stratégiques qui sont donc pris en main par notre jeunesse. J'ai beaucoup entendu de vœux et de souhaits visant à développer le tourisme, les routes touristiques dans notre pays. Et je l'ai vu de mes yeux, le temps où j'ai pu passer d'une région à une autre, j'ai compris qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à approfondir, que ce soit du point de vue de la culture, du point de vue de l'histoire de nos régions, et il existe beaucoup de monuments historiques et certains ont été ouverts. Je recommande de visiter l'ensemble des lieux historiques de notre pays parce que il faut prendre conscience de l'histoire, parce que sinon l'histoire se répète. Donc, par exemple, Moudjuga, le premier camp de concentration, on en parlait donc des premières guerres d'intervention de 1820, par exemple. Tout cela, l'histoire, eh bien, l'histoire se répète. On connaît Saint-Féropol, le camp rouge, et vous savez que tout cela, eh bien, vous voyez, dans les territoires que nous avons libérés, eh bien, se commettent des crimes. Et ces endroits doivent être restaurés. Donc, tout cela, bien sûr, eh bien, les gens y ont été confortés. Alors, je voudrais vous remercier de votre confiance. Les collègues en ont beaucoup parlé. Nous avons reçu beaucoup de plaisir à communiquer, à visiter le peuple, à discuter avec les gens. Le soutien et toute cette gratitude impressionnent. Les chiffres l'ont démontré, c'était un résultat que nous pouvions attendre. Et, voilà. Alors, de nos bataillons, voilà, ils sont prêts à remplir leur devoir suprême et ils vous le remercient. Oui, transmettez aux jeunes. Et bien sûr, tout ceci me va droit au cœur. Vous savez, je voulais venir sur une chose. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait de communiquer. Alors vous avez travaillé, vous avez rencontré les gens, vous avez eu un contact direct. Et nous ferons tout pour réaliser au maximum ce que les gens attendent. Donc, s'il le faut, nous demanderons aux députés de changer les normes législatives, parce que, vous savez, les députés le font avec plaisir, si c'est pour le bien du peuple. Et tant au niveau régional, au niveau fédéral, avec le gouvernement, il faut travailler avec les ministères. Nous ferons tout pour que les demandes qui se sont fait jour au cours de vos contacts directs soient réalisées dans la mesure du possible. Je vous remercie beaucoup.